le patron du PS qui est notre invité ce matin. Nous allons parler au plan national des municipales. Bienvenue sur notre antenne. Tout à l'heure, nous recevions Nelly Garnier, donc, qui est directrice de campagne de Rachida Dati. Nicolas Sarkozy était en meeting hier soir, donc, on le sait, salle Gaveau. Est-ce que vous avez l'impression, mon cher Guillaume Tabar, vous, le grand connaisseur de la vie politique, que cette intervention de Nicolas Sarkozy peut jouer un rôle dans les municipales? En tout cas, oui, c'est une carte maîtresse pour Rachida Dati. D'abord, en politique, vous le savez, la symbolique des lieux, ça compte. Or, la salle Gaveau où se tenait le meeting d'hier, c'est là où Nicolas Sarkozy réunissait tous les mois les nouveaux adhérents de l'UMP lorsqu'il avait repris la présidence du parti dans sa conquête présidentielle. C'est là, bien sûr, qu'il avait célébré sa victoire au soir du 6 mai 2007. Donc, la salle Gaveau, c'est, dans la droite, le souvenir de la victoire, alors que ça fait quand même quelques années maintenant qu'elle est abonnée aux échecs. Et la salle Gaveau aussi, c'est un clin d'œil au noyau dur des militants UMP d'hier et LR d'aujourd'hui. Et dans cette campagne, c'est ce dont Rachida Dati a besoin, mobiliser le socle militant de la droite, ou plutôt achever de mobiliser, car reconnaissons-lui que depuis le début de cette campagne, c'est ce qu'elle a quand même réussi à faire, et plutôt de manière assez spectaculaire. Et mobiliser les militants, c'est aussi important parce que si les sondages sont bons pour elle à l'échelle de l'ensemble de Paris, il ne faut quand même pas oublier qu'elle est défiée à l'intérieur de son camp par des maires d'arrondissement sortants, dans le 15e, dans le 16e, qui sont quand même les deux plus gros arrondissements de droite. Si elle les perdait, ce serait évidemment catastrophique pour elle. Or, Philippe Goujon, que vous venez de citer, est un proche de Nicolas Sarkozy. Donc faire venir Sarkozy, c'est dire... Faire taire Goujon. Il y a un seul candidat Sarkozy, c'est Rachida Dati. Et de ce point de vue-là, hier soir, le message était sans ambiguïté. Alors, le discours n'était pas long, 7 minutes, mais 7 minutes pour dire que Rachida Dati, c'était la fidélité, le courage, l'énergie. Et comme la venue de Sarkozy s'est forcément médiatisée, je pense que le message passera auprès des militants de droite. Et puis, cette éternelle question que j'ai posée il y a quelques jours d'ailleurs à François Hollande, cette présence, du point de vue de Nicolas Sarkozy, trahit-elle un désir de retour? Écoutez, Nicolas Sarkozy sait qu'a priori, il ne reviendra pas dans la vie politique active, en tout cas pour briguer à nouveau des mandats de premier plan. Mais la politique, il ne peut pas s'en passer, il aime ça, c'est sa vie, il ne peut donc pas s'en désintéresser, et puis il aime vérifier à intervalles réguliers qu'il reste une référence pour la droite. Et de fait, d'abord, on le disait, c'est le dernier qui l'a fait gagner sur le plan national, et puis il reste aujourd'hui toujours la personnalité la plus populaire à droite, devant François Baroin et devant tous les autres. Il y a donc toujours une exception Sarkozy à droite. Cela dit, l'ancien président a déjà payé pour savoir qu'avoir une cote d'affection forte ne constituait pas forcément un capital électoral. En 2015 aussi, il faisait figure de recours et à la primaire, il avait été sèchement éliminé. Et Sarkozy sait qu'il vaut mieux être regretté que rejeté. Ajoutez à cela qu'il a quand même un petit rendez-vous avec la justice à la rentrée. Donc aujourd'hui, Sarkozy préfère être influent que chercher à jouer les premiers rôles. Mais vous connaissez la règle d'or de la politique, ne jamais dire jamais. Merci beaucoup. Donc 8h12 sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes avec le patron du PS, Olivier Faure. Merci Guillaume. On se retrouve demain et les questions ne vont pas manquer. C'est en direct. Radio Classique, l'invité de Guillaume Durand avec le Figaro. Alors Olivier Faure, pour le PS, les municipales, c'est très important parce qu'après la débâcle des européennes, il y a quand même des bastions qu'il vous faut garder, Paris, Lille, etc., qui sont gérés par les socialistes maintenant depuis des années. Concernant Paris, puisqu'on sort de l'éditorial de Guillaume Tabar, est-ce que vous craignez, par exemple, que ce trame discrètement, on le dit d'ailleurs, ça a été écrit dans l'opinion hier par le biais de Nicolas Sarkozy, une sorte d'alliance entre Buzyn et Rachida Dati contre Anne Hidalgo? Est-ce que vous en avez entendu parler? Je lis la presse comme vous, Guillaume Durand. Maintenant, est-ce que c'est possible? Écoutez, je n'en sais rien. Maintenant, ce que je sais aussi, c'est que la promesse du Nouveau Monde, c'était la promesse de la cohérence. C'était la promesse de ne plus tripatouiller, de ne plus chercher à faire dans les arrière-boutiques ce qu'on n'arrive pas à assumer devant les Français. Et donc, je veux croire que cette promesse sera tenue. Il en faut au moins une. Mais cette promesse, donc, concerne l'ensemble des municipales, parce qu'à un moment ou à un autre, il va falloir qu'il y ait des accords. Parce qu'il y a beaucoup de villes où la situation va être extrêmement serrée.
Je crois qu'à Paris, les résultats seront... En général même. Mais en général, je pense que les résultats seront plutôt clairs. Ce que je vois, si l'on en croit les sondages, c'est qu'on a plutôt l'émergence d'un bloc qui est un bloc à la fois social, écologique, démocratique, et qui permet à la gauche d'espérer, pour la première fois depuis longtemps, d'être à nouveau la force qui se lève, la force qui peut entraîner, parce que je crois que les Françaises et les Français ont envie d'avoir des villes qui soient gérées de manière plus durable, plus sobre, aussi plus innovante sur le plan social, et donc c'est ce qui aujourd'hui est traduit par les sondages. Maintenant, je suis comme tout le monde, j'attends les résultats et je ne me fixe pas simplement. Vous espérez, comme patron du PS, que les municipales vont effacer quand même ces dernières années qui ont été catastrophiques pour le Parti socialiste. Vous l'avez d'ailleurs dit vous-même et reconnu, notamment après la Bérésina des européennes. Ça fait 7 ans que les socialistes ont perdu toutes les élections, puisqu'en fait, avec ces élections municipales, ça fera déjà un cycle complet. En 2014, nous avions déjà perdu les municipales. Donc ça n'était pas un élément nouveau avec l'élection présidentielle, législative ou européenne qui ont suivi. Donc évidemment, je souhaite que ce soit le moment d'une renaissance et que ce soit à partir de ce socle que nous pouvons constituer, pas seul, avec d'autres. Moi, ce que je cherche à incarner, ça n'est pas simplement l'idée d'un parti socialiste qui vivrait pour lui-même et refermé sur son propre, sur ses propres murs. Ce que je souhaite, c'est au contraire dire aux Françaises et aux Français, vous avez aujourd'hui un bloc qui est celui de l'extrême droite, avec Marine Le Pen. Vous avez un bloc libéral avec Emmanuel Macron. Il faut un troisième pied à cette vie politique qui puisse le troisième pied, c'est Mélenchon. Le troisième pied, ça n'est pas Jean-Luc Mélenchon, qui est à 6%, comme vous le savez. Donc le troisième pied, c'est un bloc qui soit constitué de toutes les forces de gauche et écologiques qui veulent bien se rassembler. C'est le cas dans de très nombreuses villes dès le premier tour. Ça le sera, je l'espère, dans toutes les villes au second tour. Et ce sera la possibilité de conquérir, y compris des villes qui, jusqu'ici, paraissaient inaccessibles à la gauche. Tout à l'heure, on parlait de Rachida Dati qui fait venir Nicolas Sarkozy au plan national. Est-ce que vous avez l'intention, vous qui appartenez à la génération intermédiaire après l'échec Glucksmann, finalement de rappeler les Hollande, les Cazeneuve, enfin ceux qui, justement, appartiennent à la génération d'avant, qui ont perdu, mais qui, pour beaucoup de militants socialistes, restent quand même des figures tutélaires, même si François Hollande n'a pas été capable de se représenter à la présidentielle. Mais d'abord, si vous avez besoin d'eux... Pourquoi parlez-vous d'échec Glucksmann? Si... oui. Mais non, je maintiens que ça n'est pas un échec. S'il n'y avait pas eu cet épisode-là, si nous n'avions pas eu ce geste-là, de faire en sorte que le Parti socialiste s'ouvre à d'autres, et fasse la démonstration qu'il n'avait pas de désir hégémonique, mais qu'il pouvait être associé à d'autres pour pouvoir partir en conquête. C'est parce que nous avons eu ce geste-là qu'aujourd'hui, dans les élections municipales, vous avez des alliances partout. Et ça a été un exemple pour tous. C'est un exemple pour tous. C'était un geste d'ouverture, mais les résultats ont été catastrophiques. Les résultats ont été identiques à ceux de la présidentielle, malheureusement. Mais il n'empêche que c'était la meilleure façon d'avancer et de se faire comprendre du reste de la gauche. Il y a 2 ans, quand je parlais déjà de combat commun avec le reste de la gauche, c'était le silence qui me répondait. Aujourd'hui, la réalité, c'est que nous avons réintégré le cœur de la gauche et que nous sommes à nouveau capables d'avancer ensemble. Et c'est la meilleure façon d'avancer, parce que je sais bien qu'on peut faire appel à toutes les figures tutélaires du monde. Ce n'est pas, mais le vrai sujet, ce n'est pas uniquement la question de l'incarnation qui viendra en son temps, mais c'est d'abord d'arriver à faire dialoguer à nouveau des forces qui ne se parlaient plus. Est-ce que vous pensez que l'épisode Mélenchon est terminé ? Je pense que Jean-Luc Mélenchon a commis la mauvaise stratégie, c'est-à-dire qu'il a cherché depuis le départ à être dans la substitution, à être dans le grand remplacement et à vouloir à lui seul remplacer le reste de la gauche et des écologistes. Il n'y est pas parvenu, et donc aujourd'hui, la seule façon d'arriver à avancer, c'est de faire dialoguer des forces qui ne dialoguent plus. Quand on s'appelle Olivier Faure et qu'on est patron du PS, on ne lui tend plus la main. Mais moi, je laisse la porte ouverte à toutes celles et ceux qui voudront rentrer dans ce bloc. Ça n'est pas la question de tel ou tel. J'essaye de ne pas prendre les questions par le biais des nominatifs, mais par le fond. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Quels sont les combats qu'on peut porter ensemble? Sur les retraites, nous avons été capables, pour la première fois, depuis des années, de présenter un contre-projet commun. C'est comme ça que les choses peuvent avancer. Et à la fin, quand nous aurons réussi à cimenter ce bloc-là, alors se posera la question de l'incarnation. Et celui ou celle qui sera le mieux placé sera mon candidat. Plusieurs questions concernant d'abord la situation sanitaire du pays, mais surtout un personnage que vous connaissez bien, qui est Manuel Valls, qui on parle beaucoup là aussi dans les journaux. J'évoquais tout à l'heure les accords de 2e ou de 3e tour. Maintenant, on parle du retour de Manuel Valls. Vous en pensez quoi? D'un Manuel Valls qui reviendrait vers son meilleur ennemi, Emmanuel Macron, pour peut-être jouer un rôle régalien dans un gouvernement en difficulté?
Mais Vous avez une sorte de béance des maxillaires, ce qu'on appelle un sourire. Oui, je n'en pense rien. Ah non, c'est pas vrai. Mais je n'en pense rien tout simplement parce que Manuel Valls a quitté la gauche et aujourd'hui la question elle se pose du côté de la République en marche. Est-ce qu'ils veulent récupérer à nouveau Manuel Valls qui a expliqué selon les heures, selon les jours qu'il était en fait sa seule vie c'était à Évry, puis c'était sa seule France, sa seule patrie c'était la France, puis sa seule patrie c'était l'Espagne, sa seule vie ce serait Barcelone, puis maintenant à nouveau la France. Bon écoutez. Vous pensez que ce serait indécent qu'il revienne en France pour jouer un rôle politique? Je n'ai pas à juger. Mais comment ça, vous n'avez pas à juger? C'est un combat politique quand même que vous menez depuis longtemps. C'est un combat sur le fond. Je ne suis pas d'accord avec la plupart de ce que peut proposer Manuel Valls aujourd'hui sur ses pérégrinations, sur son nomadisme électoral. En matière d'autorité, de laïcité, d'intransigeance à l'égard justement du séparatisme dénoncé par Emmanuel Macron, il a quand même joué un rôle non négligeable en France. Je ne sais pas si plus les attentats. Je ne sais pas, les attentats bien sûr, effectivement, il n'était pas le seul. Il y avait à la tête de l'État, à l'époque, François Hollande, Bernard Cazeneuve à l'intérieur, et qui ont tous les trois, effectivement, été des ressources indispensables pour maintenir la cohésion d'un pays qui était un pays qui pouvait se fracturer à ce moment-là. Donc pour cela, il faut leur rendre hommage. Pour le reste, sur la dimension politique du personnage, j'ai plus que des réserves, et vous le comprendrez. Question, que se passe-t-il au Parti Socialiste? Et d'ailleurs, on pourrait parler de l'ensemble du gouvernement de l'Assemblée nationale. Alors, on a vu Franck Riester, donc il est contaminé, Franck Riester. Il est au Conseil des ministres entre Christophe Castaner et Elisabeth Borne, donc on ne sait pas s'ils vont être testés. À l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de cas. Il y a des cas du côté des socialistes, enfin beaucoup, soyons raisonnables. Il y a du côté des socialistes 2 cas. C'est pas de la, comment dirais-je, de la dénonciation, mais est-ce que par exemple vous demandez les uns les autres, puisque semble-t-il ça vient des cuisines, que les gens soient systématiquement testés ou pas, parce que ça va paralyser la campagne pour beaucoup de gens. Ce serait quelque part un peu indécent de vouloir tester les seuls députés alors que la France entière est dans l'angoisse. Et donc donner le sentiment qu'il y aurait une forme d'accès privilégié aux tests alors que la plupart des Français ne sont plus testés, eh bien ce serait incompréhensible. La réalité, c'est que comme pour l'ensemble des Françaises et des Français, il y a des foyers de contagion et donc certains qui ont pu approcher ou les cuisines ou certains députés peuvent être contagieux. À eux de voir s'ils sont asymptomatiques ou si ils développent quelques symptômes. Enfin, vous les avez croisés, ça ne veut pas dire que vous êtes contaminé, mais j'espère que je ne suis pas contagieux pour vous ce matin, Guillaume Durand. Mais c'est une question qui se pose pour tout le monde maintenant. C'est une question qui se pose pour tout le monde et je ne voudrais pas que on fasse des parlementaires, des privilégiés dans cet épisode douloureux pour tout le monde. Est-ce que vous avez le sentiment qu'à un moment ou à un autre, le confinement à l'italienne est possible pour le pays? Même si la stratégie française a, semble-t-il, été, disons, plus rigoureuse, ne serait-ce que parce qu'en France, on a un État central, alors qu'en Italie, les régions jouent un rôle considérable et donc un petit peu désordonné, ce qui n'est pas forcément une critique de ma part. Oui, ce qui se passe en Italie, c'est que ils n'ont pas réussi à gérer le pic, et donc aujourd'hui, ils ont un problème de saturation de leurs établissements hospitaliers. Ce qui me fait dire que, à la fois en France, la stratégie qui est adoptée était pour le moment la bonne, et qu'il faut effectivement freiner la diffusion du virus, même si ça peut parfois paraître incohérent d'une région à l'autre, d'un établissement à l'autre, etc., parce que c'est pas, mais le but du jeu, c'est de freiner la diffusion du virus pour éviter que ce soit l'embolie dans les hôpitaux publics, mais ça doit aussi nous faire changer de regard. Ce qui se passe en Italie, ça se passera, j'espère, pas en France, mais ça doit nous faire comprendre ce qui se passe. C'est que nous avons aujourd'hui un système de santé qui, même s'il est vanté dans le monde entier, est un système qui est au bord de la crise de nerfs. Et on a besoin aujourd'hui, y compris, d'entendre ce que disent les soignants depuis quasiment 1 an qu'ils sont en grève. Et donc, il serait impératif de faire dans les prochaines semaines, de voter un collectif budgétaire, une loi de finances rectificative qui permette d'aller au-devant des soignants et de leur donner les moyens dont ils ont besoin. Mais j'ai l'impression que la crise est bien gérée par le gouvernement en dehors de cette politique hospitalière que vous, ce sera ma dernière question, en dehors de cette politique hospitalière que vous souhaitez renforcer par un collectif budgétaire. Est-ce que Véran, est-ce que Salomon, est-ce que tous ces gens-là font bien leur boulot? Pour l'instant, la crise est bien gérée et je m'interdis toute forme de polémique avec le gouvernement. Je pense que nous avons plutôt intérêt à rassurer collectivement, mais
pour l'avenir, il faut aussi rassurer les soignants et ne serait-ce que et rassurer les patients aussi, parce que ce qui se passe en Italie est très grave. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui on est en train d'entrer dans une forme de médecine de guerre où on sélectionne les patients parce qu'on n'a plus les moyens de les soigner tous. Pour ne pas arriver à cette situation-là, il faut mettre les moyens sur l'hôpital public, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Merci beaucoup Olivier Faure, donc le patron du Parti socialiste. Nous avons vu évidemment et passé en revue les municipales, mais au plan national.